Alors, pour l'innovation fermée, c'est la vision un peu 19e siècle. Alors, si on fait un petit peu d'histoire, parce que ça fait jamais de mal, il y a eu un moment fort au 19e siècle, c'est la défaite de la France face à la Prusse, et qui a de fait, de facto, imposé le modèle d'organisation de la recherche et de l'enseignement supérieur qu'il y avait en Prusse, c'est-à-dire une vision extrêmement verticalisée. Et si vous regardez ce qui se passe au début du XXe siècle, en particulier aux États-Unis, les grandes universités, les grands groupes industriels du début du XXe siècle aux États-Unis copient ce modèle allemand d'une innovation très verticale, en disant, puisqu'on est les meilleurs, on est des grands, les meilleurs viennent travailler chez nous parce qu'on saura les payer. Pour tirer profit de la R&D, il faut absolument qu'elle soit à l'intérieur de la maison, parce que comme elle est là juste sous nos pieds, on va être les seuls à la voir et on va savoir en tirer profit. Si nous trouvons quelque chose, on sera les premiers à le mettre le marché si c'est sur la maison. Et puis l'entreprise qui fait une invention et la porte sur le marché est sûre d'être la première et donc de tout gagner. Et puis si nous produisons les meilleures idées et les plus grands nombres, nous gagnerons. Donc ça, c'était vraiment une vision, et c'est la vision qu'on rencontrait dans les grands groupes pendant, disons, tout le XXe siècle. Si vous regardez un peu l'histoire de ces groupes, vous constaterez qu'il y avait une vision très intégrée de la R&D, avec une volonté de fermeture sur cette R&D et sur la propriété intellectuelle qui pouvait s'en dégager. Alors, dans la seconde moitié du XXe siècle, comme toutes les belles idées, celle-ci a révélé des failles. D'abord, après la Seconde Guerre mondiale, il y a un effort sans précédent des pays développés pour développer non seulement de la R&D dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public. Donc c'est lié à la guerre froide, c'est lié à un certain nombre de considérations, mais il y a un effort sans précédent. Du coup, les entreprises qui avaient leur propre structure de recherche interne, parfois très amont, s'aperçoivent qu'elles deviennent une petite quantité de la recherche sur un thème. Donc là je prends l'exemple d'un laboratoire pharmaceutique qui s'aperçoit que c'est un grand laboratoire, mais s'il se compare à ce qui se fait dans le reste du monde, dans le monde académique et ou dans le monde industriel, il s'aperçoit qu'il ne représente peut-être que 1 ou 2% des forces en présence. À titre d'exemple, si on prend dans le secteur que je connais bien, si on prend Microsoft, si on regarde la part la plus amont de Microsoft qui s'appelle Microsoft Research, c'est quelques centaines de personnes dans le monde, et ça c'est moins que un institut que je connais bien comme INRIA, donc qui contient plus de chercheurs. Et donc si vous multipliez par le département du MIT, de Carnegie Mellon, de l'Université de Californie à Berkeley, etc., vous voyez bien que Microsoft, leader mondial, dans son activité de recherche, certes, il peut avoir des gens extrêmement brillants, mais ces gens très brillants ne représenteront qu'une petite fraction des gens très brillants qui sont dans le monde. Et comme en plus, depuis récemment, des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil sont arrivés, on n'a fait qu'augmenter cette dilution. Et puis, un troisième point qui est très important, c'est on parle souvent de R&D, à propos, disons, d'être le lieu des inventions, puis de l'innovation. Mais en fait, on s'aperçoit que recherche, on devrait dire recherche ou développement, voire recherche contre le développement. Parce que c'est deux activités de nature extrêmement différentes. Et un dernier point, face à ces failles, parce que les gens se sont aperçus, quand vous êtes une entreprise, que vous apercevez que votre laboratoire central de R&D ne représente qu'un epsilon de la R&D mondiale, vous vous dites, à quoi bon ? Quel est l'intérêt de payer ? Et si on regarde, alors toujours pareil, alors je pense que comme c'est pas mon domaine, je parle pas trop de la pharma, mais dans le secteur technologie de l'information, dans les années 70, les Bell Labs c'était un des meilleurs laboratoires du monde. Aujourd'hui, il y a encore quelque chose qui s'appelle Alcatel-Lucent-Bell, mais ça n'a juste rien à voir. IBM avait des centres de recherche en grande quantité sur tous, et ça couvrait depuis la physique jusqu'au logiciel. Aujourd'hui, même la recherche d'IBM a été sérieusement réduite. Donc il y a un effet mécanique et qui est de la pure rationalité économique. Si je ne suis plus sûr que ma R&D me produise les meilleures inventions, les meilleures découvertes me permettant de faire les meilleures innovations, alors à quoi bon ? Et donc ça change complètement la mécanique et on change un peu de paradigme. Alors,
une chose qui n'est pas assez dite, mais qui est importante en particulier pour les entreprises, c'est l'opposition recherche-développement. Donc ça, c'est une façon assez classique de décrire les choses. Donc la recherche, c'est un centre de coût, c'est-à-dire on met de l'argent pour trouver des idées. La question, c'est pourquoi. On a une question, on est dans une démarche de découverte. C'est par définition difficile à prédire, difficile à planifier. On crée des possibles. Et puis, on identifie les problèmes et de la manière d'y réfléchir. Ça, c'est vraiment une description un peu sommaire et rapide de la recherche, mais c'est vraiment ça. Le développement, c'est un centre de profit, ça doit être un centre. La question, c'est une question d'exécution. Comment je mène mes projets de développement? Je dois atteindre les objectifs, je dois tenir mes agendas, je dois minimiser les risques, et puis je dois résoudre des problèmes en tenant compte de toutes les contraintes qui se posent à l'entreprise. Donc, on est dans deux postures assez différentes. Et c'est ce qui explique aussi que dans beaucoup d'entreprises, alors, développement, on voit bien comment c'est cohérent avec une logique d'entreprise. Et puis, on a cette difficulté d'avoir une activité de plus recherche qui disparaît au fur et à mesure.